Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une petite interview de Patrick, notre chroniqueur de la tour qui publie des livres comme ça. On avait déjà fait une première interview au début de la chaîne il y a 2 ans. Donc voilà, il va vous raconter l'histoire de son nouveau livre, enfin les 2 sorties qui sont, il y en a une à venir et puis une très récente. Donc c'est parti les héros après le générique. Alors Patrick, je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour cette interview. Donc tu vas nous conter un peu l'histoire du tome 5 qui est 1530-1532. Memento Mori. Memento Mori, oui, parce qu'en fait tu as fini par mettre des sous-titres que tu n'avais pas mis au départ. Voilà, pour que les gens ne se trompent pas entre les différents tomes et les dates. Non mais c'est très bien, hein. C'est une très bonne idée. Donc vas-y, je te laisse. Alors donc, et puis ça donne aussi le thème général finalement du livre. Donc là, Memento Mori, c'était un style de peinture dans lequel on représente soit différents objets ou soit des scènes de la vie quotidienne. Et puis dans un coin, il y avait toujours un petit crâne quelque part pour rappeler aux gens que voilà, la vie est éphémère et qu'on va tous finir par mourir et que tout n'est que vanité finalement et que tout ça va mal se finir. Mais la philosophie générale du bouquin est quand même plus positive, c'est-à-dire Memento Mori, mais Carpe Diem. Hein, ça veut dire que rappelez-vous que vous allez mourir, mais quand même il faut profiter du jour présent. Et donc il y a beaucoup de personnages finalement qui réfléchissent à ça et qui soit une ou 2 choses, Memento Mori et Carpe Diem. Et puis donc ça fait un thème unificateur pour ce tome-là, qui est le tome du milieu, c'est le 5e tome. Il y en a 4 avant, il y en a 4 après. Donc il y a 9 tomes au total. Ça commence lors du couronnement de François Ier en 1515 et ça se terminera à sa mort en 1547. On retrouvera aussi les personnages des autres tomes comme Cortés, voilà. Le roi Henri VIII en Angleterre. Voilà, on retrouve exactement. Ferdinand, que j'aime beaucoup. Ferdinand, on ne le retrouve pas dans celui-là, mais on le retrouvera plus tard. Là, il est un petit peu plus. Le frère Ferdinand, c'est le frère de Charles Quint. C'est le frère de Charles Quint qui est plutôt en Autriche. On imagine qu'on va le revoir. Hein, oui, ça c'est clair. Voilà, Henri VIII, Soleiman le Magnifique et Cortés. Alors Cortés, c'est particulier, son arc narratif va se terminer. Hein, donc d'où le second projet de livre dont je vais parler après. Et donc là, c'est vraiment le tome du milieu. Il y a aussi les 12 grands esprits qui vont avoir un rôle important. Les 12 grands esprits, c'est les sortes de personnages qui sont là depuis des millénaires, qui se réincarnent à chaque génération. Donc, et qui sera quelque chose à l'humanité. Voilà, c'est ça. Et donc ce quelque chose est resté assez mystérieux. Quel est finalement leur objectif? D'où est-ce qu'ils viennent? Exactement. Ben, on va voir. Donc ils sont là, ils sont réincarnés en des personnages importants. Donc là, il y avait Léonard de Vinci, il y a Michel-Ange, il y a Paracels, l'alchimiste. Qui est mon personnage que j'adore. Voilà, le nain. Paracels, absolument. Il y a François Rabelais aussi qui est là, mais dans le passé, ils étaient Archimède, par exemple. Ils ont été Aristote ou d'autres personnages. Et donc là, normalement, donc j'avais déjà annoncé ça dans le 2e tome, qui se rencontrent tous les 12 pour se coordonner dans leur action à chaque passage de la grande comète, qui est la comète de Halley. Et donc là, il se trouve que la comète de Halley est passée en 1531. Donc ce qui est parfait parce que c'est à la moitié exactement de la période dont je veux parler. 1515 plus 16 ans, ça fait 1531 et plus 16 ans, ça fait 1547. Donc c'était exactement ça, le tome du milieu. Et donc je me suis arrangé pour que le chapitre du milieu il y ait cette rencontre où vraiment ils vont discuter et le lecteur va comprendre quel est leur objectif et quels sont les moyens d'action qu'ils vont faire par la suite. Donc s'il y a vraiment un avant-après, la saga bascule dans une 2e partie, exactement au milieu. Là. Est-ce que par exemple quand tu commences, quand tu as commencé 1515, il y a déjà pas mal d'années, 6-7 ans c'était en 2015, donc c'est déjà 9 ans. Ouais. Donc est-ce que tu avais déjà programmé, par exemple, la comète de Halley, oui. tout ça? Oui, c'était déjà programmé. Enfin, peut-être non, l'idée m'est venue dans le 2e tome, justement, où je l'évoque. Il y a pas mal de choses et donc c'est vrai que c'est particulier. Tu inventes quand même au fil il y a une partie de choses que j'invente au fur et à mesure, mais il y a un certain nombre de choses qui sont là déjà depuis X années et que quand on finalement arrive à les écrire, c'est vraiment génial parce que c'est une idée qui est là depuis énormément de temps et quand on la pose sur le papier, c'est assez satisfaisant finalement. Donc il y a cette part de préparation et puis il y a une part pour chaque tome
on improvise finalement Oui, au fur et quand à tu mesure que écris, l'histoire. tu improvises aussi Voilà, on parfois improvise. sur Voilà, des... tout à fait, tout Tu à fait. t'attends peut-être Donc c'est un pas à mélange. certaines choses Oui, qui oui, vont mais arriver. c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, c'est qu'il y a des choses qui viennent organiquement. Mm, Finalement, je pense que tout prévoir à l'avance, ça stérilise mm, les choses, alors que là, quand ça vient naturellement, finalement, en cours d'écriture, c'est des choses qui ont une certaine valeur à partir de là. Maintenant, il faut quand même. Alors moi, je suis guidé par l'histoire, oui, donc c'est clair. je sais Mm. que il y a tel Parce que tous événement les faits historiques sont sont des des faits réels, historiques quoi. réels. C'est Voilà, c'est vraiment, ça. Voilà, même si ça se vraiment. passe un peu Sûrement au différemment. début, j'allais chercher un peu pour voir si c'était des conneries ou pas. Voilà, mais en fait, si, J'ai dit, oh purée, c'est arrivé! c'est Non, mais c'est vraiment un truc de. arrivé. Voilà. Bon, le truc le plus flippant, c'est quand même le sac de Rome, hein. Oui, voilà, mais ça, c'est Ça, réellement arrivé. C'est ouais, c'est réellement horrible, hein. arrivé, C'est horrible, et hein. j'ai pas beaucoup Parce que tu inventé de choses. décris quand même, c'est horrible. Franchement, c'est un Voilà, chapitre c'était où, la scène la bon, plus. hormis le truc avec les morts vivants, là, Oui. enfin, Mm. comment on appelle ça, le pape Oui, le pape qui contrôle les morts ouais, vivants. qui contrôlait, c'est quand même assez décrit au secours, Alors quoi. là, dans le 5e tome, Memento Mori, c'est aussi d'une certaine manière, rappelez-vous de la mort, c'est la dernière fois dans la saga qu'on va vraiment voir les morts vivants. Alors là, je m'en suis donné à cœur Ah, joie, il y a le d'accord. siège de Florence, il y a les morts vivants qui interviennent, et là, je m'en suis donné à cœur joie parce que je Mm. savais que c'était la dernière fois où sans doute j'allais Oui, parce les que utiliser. je Donc crois qu'on aussi a. Memento Mori, c'était lié à ça, c'est la dernière fois Mm. qu'on va vraiment voir les morts vivants en action. Et surtout, on n'a pas précisé que c'est quand même de la fantaisie mêlée à des faits Historique, historiques. voilà, c'est comme si les C'est, faits historiques s'étaient passés dans un monde fantastique. Mais en fait, les gens à l'époque, ils croyaient sincèrement aux licornes, ils croyaient sincèrement que les anges existaient, ils croyaient sincèrement que Jésus a été ressuscité, donc c'est quelque part un mort-vivant. Donc on a, on va se faire défoncer. On va le garder, hein. Mais bon. et donc du coup, on a véritablement, on se rentre dans l'état d'esprit des gens de l'époque Mm. finalement. Mm. Mais en plus, ta saga, elle est quand même vachement suivie, parce qu'il y a des gens qui publient des articles Oui. sur tes écrits. Et ça, c'est vachement important, parce qu'il y a des gens qui vraiment ont une passion pour ce que tu écris et ont envie d'écrire Ça, c'est sur ce que tu satisfaisant. écris, Voilà, quoi. ça, c'est assez satisfaisant. Et donc maintenant, quand on arrive au tome 5, finalement, les gens qui n'aiment pas, ils ont abandonné depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est de satisfaire les gens qui suivent la saga. Mm. Donc à la fois de leur donner des choses qu'ils aiment bien, mais aussi de l'amener vers des choses nouvelles. Donc il y a un équilibre, en fait, parce que je ne vais pas réécrire 9 fois le même livre, en fait. Donc il faut à chaque fois renouveler les thèmes, renouveler la structure, qu'il y ait des surprises quand même. Et puis, c'est ce qui est incroyable, c'est quand même, dans l'histoire, il y a tellement de choses qui se sont passées que tu as quoi écrire. Ah oui, oui, très largement. plein Je fais le tri. Hein. Par exemple, c'est la période où Magellan a fait le tour du monde. Mm. Dans cette époque-là, ça rentrait pas vraiment par rapport à mes personnages-là. Donc j'en parle même pas, ou c'est évoqué juste comme ça. Mm. Mais donc il s'est passé, c'est vraiment une période de transition, de transformation très importante. Et donc pour pas que ce soit trop touffu, je fais le tri. Hein. Il y a des choses dont je parle même pas. Donc il s'est passé encore plus de choses. Ah oui, oui, notamment, je dis, le tour du monde de Magellan, c'est quand même la première fois que quelqu'un faisait le tour du monde en bateau, donc c'est un événement important. Ça y est pas parce que ça s'intégrait pas avec les personnages principaux et avec déjà avec Cortés, qui était très isolé en Amérique centrale pendant un bon moment. Il y avait eu certaines critiques qui m'avaient dit mais l'histoire c'est un peu en deux parties, on voit pas trop les liens. Donc après les liens se tissent petit à petit, mais c'est vrai que j'en ai tiré l'idée qu'il faut vraiment que je reste centré autour du cœur de mes personnages qui sont François Ier et Charles Quint et Henri VIII et Suleiman, voilà, qui sont le cœur nucléaire de l'histoire. Donc le 1530-1532 est sorti depuis novembre. Le 2 novembre, voilà, le jour des morts, donc qui correspondait très bien avec le titre Memento Mori. Donc vous pouvez vous le procurer dans tous les sites internet d'achat de livres, dans les librairies aussi. Hein. Vous pouvez le commander en librairie, il n'y a pas de souci. Absolument. Donc voilà pour le tome 5. Le tome 5. Donc on va passer à. Et le tome 6 va paraître. Alors le tome 6, pardon, va paraître en 2025. Et donc ce sera 1533-1536, après les liens du sang. D'accord. À ce moment-là. Tu as déjà le titre. J'ai déjà le titre. Il est Et déjà comme écrit moi, en fait, il est déjà écrit. Ouais, c'est pareil, quand j'écris un livre, j'ai déjà le titre. Hein, donc avant même de l'écrire d'ailleurs. Et là, tu vas sortir un nouveau livre. Le 1er mars. Mais qui en réalité, tu reprends l'histoire de Cortés en Amérique du centrale. Voilà. En Amérique centrale. Donc tu reprends cette histoire et tu vas créer comme ça une nouvelle saga
par la suite ou tu vas... Non, c'est juste un tome. C'est juste un tome? C'est juste un tome. En fait, Ah, mais je moi, reprends pensais les. que tu, Non, non, je reprends les continuais son chapitres. histoire. Non, je reprends les chapitres qui étaient déjà dans la saga principale de Mhm. Cortés. Je les ai réarrangés et rajouté des petits points par-ci par-là, mais c'est vraiment pour avoir en un tome et qui fait que 358 pages, hein, ce qui est quand même, c'est pas beaucoup par rapport aux autres tomes Oh, c'est où du j'arrivais 600, plutôt, 700 pages. voilà, voilà pour ceux qui ont les lecteurs qui ont peur un petit peu des sagas gigantesques, finalement, de rentrer quand même dans l'univers, mais avec quelque chose qui est d'une taille plus raisonnable et qui se tient en tout l'arc narratif et tient en un tome. Alors c'est vrai que dans la saga principale, j'essaye toujours qu'il y ait un arc narratif quand même, un début, un milieu, une fin, une quête en quelque sorte de chacun des personnages et qu'on voit comment ça aboutit. Hein. Mais là, vous avez vraiment les événements principaux de sa vie en un seul tome d'une taille raisonnable. Donc c'est peut-être pour une catégorie de lecteurs. En fait, il est mort. Je laisse, je dis rien. Je dis rien. Bon, je dis rien. Je dis rien, je spoil pas. D'accord. Bon, comme j'ai pas lu le dernier tome, j'ai pas vu ça encore. Voilà. Donc on a tout son arc narratif avec les personnages qui lui sont associés localement, genre à Cuba, au Mexique. Et puis il y a aussi le voyage quand il retourne en Espagne et qu'il voit pour la première fois Charles Quint, en fait, également. Donc ça, c'est le début mars. Voilà, ça sort le 1er mars. Et donc j'ai... Alors tu l'as appelé comment déjà? De l'or et des dieux. De l'or et des dieux. Donc il n'y a pas de chiffre là, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de date. Et donc ça indique à la fois l'aspect matériel et spirituel fantastique qu'il va y avoir. Donc ce qui intéressait évidemment les conquistadors, c'est essentiellement de l'or. Il y avait aussi un aspect évangélisation, conversion de ces barbares païens au christianisme. Et puis donc ça va réveiller évidemment la colère des dieux aztèques qui ne vont pas se laisser faire. Et donc donc de l'or et des dieux, ça permet d'avoir l'aspect très très matériel, très très concret de cette colonisation. Et puis l'aspect un peu spirituel, fantastique. Alors j'espère que cette petite interview avec Patrick vous a plu et que vous allez vous précipiter en librairie acheter ces livres. Voilà, donc 1530-1532, Memento Mori, qui est paru déjà depuis le 2 novembre. Et le 1er mars sort De l'or et des dieux, qui est consacré entièrement à Cortés et tout ce qui se passe en Amérique centrale. Merci d'avoir suivi cette interview avec Patrick, qui est quelqu'un qui m'aide beaucoup sur la chaîne Andy et Rose et qui est bourré de talent. C'est vraiment un écrivain hors du commun. Enfin, moi, j'adore ce qu'il écrit. Je trouve qu'il a une fluidité dans son écriture. Il arrive à vous transporter dans ce monde de fantaisie qui est en réalité un monde très réel, puisque les événements historiques sont c'est notre monde en fait. De vrais événements. Donc c'est notre Game of Thrones réel en fait. Donc d'ailleurs HBO venez chercher le petit Patrick là, parce que le chroniqueur de la tour, je pense que ces livres feront un carton sur petit écran, je suis sûre et certaine. Donc un jour. Ouais, un jour peut-être, parce que il vaut mieux HBO, hein, parce que pour faire de la bonne qualité hein, quand même. Bah moi je suis très heureux d'être là sur cette chaîne et je vous dis au revoir et puis pour de nouvelles aventures plus tard. Au revoir. Exactement. Au revoir les héros.